Ravi de vous retrouver pour cette grande session d'information. Bienvenue à tous sur Gabon 24. Sans plus tarder, les titres. Au Gabon, inquiétude autour de la rentrée des classes. Le ministre de l'Éducation nationale s'active et procède au dernier réglage à surveiller au cours de nos prochaines sessions d'information. L'entretien de Gabon 24 avec le ministre gabonais de l'Éducation nationale, Florentin Moussavou, pour plus de détails sur le sujet. En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé l'élargissement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs à 7 nouvelles provinces, même si la date des élections générales n'est pas encore connue. Et puis, nous irons en Colombie où le président Juan Manuel Santos a visité Boyaya ce dimanche pour participer à une messe lors de laquelle il a déclaré que le prix Nobel de la paix était pour les victimes et leurs proches. Il va donner l'argent de ce prix aux victimes. Voilà pour le fil conducteur de cette grande session. Madame, Monsieur, voici votre journal. Tout d'abord au Gabon en bref et en images, à l'instar de la communauté internationale, le Gabon a célébré ce 10 octobre la journée mondiale de la santé mentale sur le thème retenu pour l'édition 2016. Les premiers secours psychologiques, occasion de mobiliser les efforts en faveur de cette pathologie et d'élaborer des mécanismes pour la protection de ces personnes en besoin d'assistance. Au Gabon, une proposition de loi du député du Parti démocratique gabonais PDG au pouvoir devrait déboucher sur une loi, une actualité dont à développer au cours de nos prochaines sessions d'information. J'en viens à présent à cet entretien avec le ministre de l'Éducation nationale. À quelques jours seulement de la rentrée des classes au Gabon, le ministre de l'Éducation nationale s'active, comme je vous l'annonçais en titre, en procédant au dernier réglage et pour taire les rumeurs et les inquiétudes de tout genre sur le sujet. Gabon 24 a eu un entretien avec le ministre de l'Éducation nationale, Florentin Moussavou, dis-je bien, qui s'explique longuement sur la rentrée des classes et rassure l'opinion. Suivons un extrait de cet entretien. Chaque jour, les collaborateurs du ministre de l'Éducation nationale et lui-même travaillent chaque jour. Nous travaillons parfois dans des conditions difficiles, mais nous le faisons tous les jours pour permettre que l'année scolaire 2016-2017 soit une réalité et qu'elle permette aux enfants gabonais d'obtenir des résultats. Nous travaillons à cela. Voilà, à suivre l'intégralité de cet entretien au cours de nos prochaines sessions d'information. Rentrée des classes et sécurité, il y a un lien en attendant la date officielle de la rentrée scolaire pour éviter les accidents aux abords des établissements scolaires, justement, dans la capitale gabonaise, Libreville, et les villes de l'intérieur du pays. Des dispositions particulières sont prises conformément au code routier. Les détails dans ce reportage de Linda Gaël Maganga et sur les images de Joël Tatou. À quelques semaines de la rentrée des classes, les établissements se préparent pour accueillir les élèves. Et devant les établissements situés à proximité de la route, des dodanes accompagnés de passages cloutés et de panneaux de signalisation sont placés pour sécuriser la circulation. Les dodanes est une bonne chose pour essayer de... D'abord, c'est une manière de pouvoir dire aux chauffeurs que là, vous êtes en train de rouler, quand vous arrivez à ce niveau, il est peut-être question de ramener la vitesse à une allure où certainement il peut y avoir un enfant qui peut partir de l'autre rive pour atteindre l'autre côté. Selon les parents d'élèves interrogés, ces dispositions de sécurité routière ne sont pas suffisantes car certains chauffeurs manqueraient de prudence devant les établissements scolaires. Mais le mieux, c'est de mettre aussi des policiers. Parce qu'il y a des chauffeurs qui ne savent pas comment faire, ils sont tellement pressés. C'est mieux de mettre des policiers. Ils conduisent selon leur méthode à eux-mêmes. Parce que moi, je pense que là se trouve un établissement scolaire. Il y a des enfants parfois les plus petits qui ne savent pas comment regarder de gauche à droite. Et quelque part, pour moi, je dirais que le ministère de l'Éducation nationale aura intérêt de pouvoir mettre même les policiers de part et d'autre pour vouloir sécuriser les enfants. Et ça sera la meilleure pour accompagner les dodanes là. Des messages de sensibilisation et de rappel des dispositions de sécurité routière sont à intensifier pour éviter les accidents à proximité des établissements scolaires au Gabon. Le ministre gabonais du Budget et des Comptes publics a commencé son tour du propriétaire ce lundi avec la prise de contact avec les partenaires sociaux et la visite de plusieurs entités sous tutelle, notamment celle de l'Agence judiciaire de l'État. Le compte-rendu de Lariska Lormamengi.
Quelques jours seulement après sa prise de fonction, le ministre gabonais du Budget et des Comptes publics multiplie les rencontres et les visites dans les directions et entités sous tutelle. Ce lundi, c'est avec les partenaires sociaux que Mathias Otunga Osibadjo, ses deux délégués, Noël Mbumba et Guy Mexian Mamiaka, ont échangé sur le climat qui devra désormais régner entre la hiérarchie et les syndicats du ministère. Avant de commencer la visite des différentes directions générales, nous avons voulu rencontrer les syndicats. Parce que, comme vous le savez, quelqu'un disait qu'il n'y a que des richesses que d'hommes. Au-delà des structures, ce sont les hommes qui animent. Et donc, avant de rencontrer, de visiter les structures, nous avons voulu voir et honorer les femmes et les hommes qui ont pris la charge de défendre les intérêts de ceux qui travaillent au sein du ministère. Plusieurs dossiers d'urgence ont été présentés au ministre, notamment celui de la régularisation de la situation administrative des agents. L'un des dossiers urgents en ce moment, c'est le dossier de la régularisation administrative des agents du ministère du Budget. Sur ce point, nous espérons que dans les mois à venir, qu'il n'y a plus de soucis à ce niveau, que toutes les situations administratives soient revues et régularisées. Il n'y a pas de grève, il n'y a aucun souci pour l'instant. Tous les dossiers seront transmis à M. le ministre pour qu'il prenne connaissance de tout ce que nous avons comme petits soucis au niveau des conditions de travail des agents du ministère du Budget. Après cette rencontre, Mathias Otunga et sa suite se sont rendus à l'agence judiciaire de l'État, puis à la direction générale du budget et des finances publiques. Libreville, la capitale du Gabon, connaît une forte présence des statuettes, stèles et bustes qui ajoutent du charme à la beauté de cette dernière, des œuvres d'art qui ont aussi une valeur historique et culturelle. Nos reporters Andy Tungi et Jospin Bumba Dianga nous en disent un peu plus. Libreville, capitale du Gabon, créée en 1849. Entre son histoire et son embellissement, il y a une véritable similitude. Dans cette ville en pleine mutation, la forte présence des monuments historiques comme la statue de Léomba, premier président du Gabon, le rond-point de la paix, le capitaine Tchoréré, Rapanda Walker, place de la tolérance, la maternité allaitant et l'esclave libéré donnent un caractère particulier à cette dernière. L'histoire, ce n'est pas seulement les dirigeants. L'histoire, c'est aussi la culture, nos ancêtres. Alors, ces monuments à caractère culturel reflètent ou rappellent la culture de nos ancêtres. La valorisation du patrimoine culturel du Gabon est ici mise en exergue à travers l'image de cette femme tenant une corbeille ou ce joueur de sitar qui visiblement nous rappelle notre culture bantoue. Les monuments que l'on retrouve un peu partout participent à l'embellissement et à une partie de l'histoire gabonaise. La présence de ces monuments est bien évidemment très importante sur le plan artistique historique. Bien que dans des établissements primaires et secondaires du Gabon, les cours sur l'histoire et la culture de ce pays sont dispensés, mais la ville de Libreville, par le truchement de ces monuments érigés ici et là, valorise sa culture. Au Gabon, le lundi, c'est jour de nettoyage au marché Montbouette, le plus grand de la capitale gabonaise. Pourtant, nombreux sont les commerçants qui profitent de ce jour de fermeture pour mener leurs activités. En témoigne ce constat de Lariska Lormamengi. Nous sommes au marché Montbouette, le plus grand marché de la capitale gabonaise. Comme chaque lundi, les commerces sont fermés. C'est un jour de nettoyage décrété par la municipalité de la ville. Pourtant, à quelques mètres, l'on peut constater la présence des commerçants qui tentent malgré tout d'écouler leurs marchandises posées à même le sol. Là, on ne peut pas aller à l'encontre de la loi. Si la loi décide de fermer le marché lundi, bon, étant donné que je veux avoir un minimum de moyens pour nourrir ma famille, mais si je trouve l'occasion de venir m'installer pour vendre mon peu de marchandises, je vais vendre pour avoir de quoi nourrir ma famille et payer la scolarité des enfants. On vient le lundi pour rattraper la semaine que tu n'as pas donnée. La semaine tu n'as pas donné, il y a des jours comme les vendredis ou bien les dimanches comme ça, les gens sont à l'église ou bien à la mosquée les vendredis comme ça. On vient le lundi pour se rattraper. Au regard de la situation, l'on se demande à quel moment le marché pourra subir sa cure de jouvence. S'il est en activité, 7 jours sur 7. Partons à présent sur Tchibanga, le chef-lieu de la province de la Nyanga, dans le sud du Gabon, où les champignons sont très prisés par la population. Depuis le mois de septembre, moment propice pour l'arrivée de cette manne, les Ninois se ruent dans les savanes pour les cueillir pour leur consommation
ou pour les vendre. Le reportage de Lariska Lomamengi et Karl Mindou. Le champignon est un légume très prisé par les Ninois dans la province de la Nyanga au sud du Gabon. Avec l'arrivée des pluies, dès le mois de septembre, le champignon sort de terre. La population se rue alors dans la plaine pour cueillir et vendre le champignon. Comment on appelle ça? Tout quand là où je fais les plantations, j'ai que le champignon là-bas. Si tu as la force, parfois 2 seaux, bien 1 seau, soit c'est un demi-seau. Le champignon, c'est la plaine. La plaine, tu peux sortir tout. La pluie qui tombe, le champignon qui sort. Que ce n'est pas la pluie, la plaine, tu peux avoir le champignon. Cette fois-ci, ici à Tchibanga, nous sommes en retard. Sinon, c'est depuis septembre qu'on devrait commencer à cueillir du champignon sur la plaine. En saison de pluie, plusieurs fruits et légumes sortent de terre, surtout en zone rurale où l'activité agricole est principale. Au moment de la cueillette, les agriculteurs, planteurs et autres habitués des champs se convertissent pour l'occasion en commerçants, après avoir enlevé la quantité nécessaire pour nourrir leur famille. Poursuivons avec la page africaine de cette grande session. Tout d'abord, après Bamako ce dimanche, la chancelière allemande Angela Merkel est attendue à Niamey ce lundi où est déjà arrivée. C'est sa première visite au Niger depuis qu'elle est chancelière. Les défis sont énormes. Les précisions dans ce reportage de Katia Sandon. La sécurité et la migration clandestine seront à l'agenda de 2 premiers responsables de l'Allemagne, Angela Merkel, et du Niger, Mamadou Issoufou. Le Niger est un pays de transit pour la migration entre l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique du Nord. Selon les statistiques de l'OIM Niger, entre 80 000 et 120 migrants transiteraient vers le Niger en 2016. L'ambition du Niger est de réduire au maximum le flux de migration en direction de l'Europe, a déclaré le ministre de l'Intérieur. L'Allemagne compte construire une base militaire au Niger pour soutenir ses soldats déployés sous les casques bleus au Mali. Angela Merkel se rendra d'ailleurs dans une école primaire de Niamey pour constater de visu la matérialisation de cette opération. La position centrale du Niger permet aussi de garder un œil sur le Nigeria où sévit toujours Boko Haram. En République démocratique du Congo, même si les dates des élections ne sont pas encore connues, la préparation quant à elle est en marche. La Commission électorale nationale indépendante a annoncé l'élargissement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs à 7 nouvelles provinces. Miranda Dangué s'en fait l'écho. L'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs congolais a débuté le 30 juillet dernier dans la province du Nord Ubangi, en République démocratique du Congo. Cette opération a permis de tester les équipements commandés. Corneille Nonga, le président de la Commission électorale nationale indépendante, a dit sa satisfaction. À ce jour, nous avons franchi le seuil de 500 000 enrôlés et l'opération se poursuit normalement. Pour le numéro 1 de la CENI, les faiblesses détectées dans le fonctionnement du premier lot du matériel électoral ont été corrigées. Une commande ferme a donc été passée. Le nouveau lot de 7500 kits attendu cette semaine va permettre de lancer l'opération dans 7 nouvelles provinces dont le Haut-Katanga, le Haut-Alaba et le Haut-Lomani ainsi que le reste de l'ancienne province de l'Équateur, c'est-à-dire le sud Ubangi, le Tchouapa, la Mongala et l'Équateur. La CENI promet d'honorer ses engagements. Si nous arrivons à avoir un appui logistique important, nous pourrions certainement gagner en temps et raccourcir certains délais. Ce qui est certain, que le 31 juillet, nous aurons les fichiers complets fiables et prêts à prendre en charge tout le scrutin. Depuis le dernier découpage territorial, il y a quelques mois, la RDC compte à ce jour 26 provinces. L'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs sera étendue aux 18 provinces restant au fur et à mesure que le matériel électoral sera livré à la CENI. Chaque année, la communauté internationale célèbre la journée contre la peine de mort. La plupart des États africains l'ont abolie ou ne l'appliquent plus depuis longtemps. Retour sur la situation en Afrique et sur les dernières exécutions du continent avec Bienvenue Nelkem. En 1848, c'est Victor Hugo qui demandera l'abolition de la peine de mort, mais sans succès. Aujourd'hui, près des 2/3 des pays du monde, soit 140 États, ont aboli cette peine en droit ou en pratique. Ce 10 octobre est célébrée la journée mondiale contre la peine de mort.
Nous sommes le 9 août 1993 au Maroc. Les sujets du roi Hassan II n'ont qu'un nom en tête, celui de Mohamed Mustafa Thabit, qui sera fusillé aux lueurs de l'aube après avoir été condamné à mort par la justice marocaine 6 mois plus tôt. Abolitionniste de fait, le Maroc n'a pas appliqué la peine de mort depuis plus de 20 ans, sans pour autant avoir franchi le pas d'une abolition définitive. Au Niger, aucun condamné n'a été passé par les armes depuis le 21 avril 1976, lorsque 7 personnes avaient été fusillées pour tentative de coup d'État. Depuis, le gouvernement a bien tenté de franchir le pas, mais l'initiative d'ancrer l'abolition de fait dans le droit n'a pas passé l'obstacle de l'Assemblée. Au Burkina Faso encore, la transition vers une abolition de jure s'éternise. C'est en décembre 1988 que 7 militaires ont été fusillés après avoir été condamnés à mort la veille par le tribunal révolutionnaire pour avoir tué un officier de l'armée et sa femme. Même chose en RD Congo, 15 personnes ont été secrètement passées par les armes en janvier 2003, selon Amnesty International. Au Gabon, un officier avait été exécuté en août 1985 pour complot visant à renverser le gouvernement et le pays votera l'abolition en 2010. La Biélorussie est aujourd'hui le seul pays européen à appliquer librement la peine de mort. Et puis, dans le reportage qui va suivre, l'on apprend que le Kenya viole les lois internationales en procédant au rapatriement forcé en Somalie de milliers de résidents du camp de réfugiés de Dadaab, le plus grand au monde, a accusé ce lundi le Conseil norvégien des réfugiés. Le récit de Bienvenue Nelken. Le gouvernement kényan avait annoncé en mai sa volonté de procéder au démantèlement du camp de Dadaab, décrit comme un vivier du terrorisme islamiste qui frappe régulièrement le Kenya. Les pressions exercées sur les plus de 280 000 résidents enregistrés du camp de Dadaab ont conduit à des retours désorganisés et chaotiques, a estimé lundi à Nairobi le secrétaire général du Conseil norvégien des réfugiés, NRC. Contrairement à ce qu'affirment les autorités kenyanes, les procédures d'évacuation du camp de Dadaab ne respectent pas les normes internationales et peuvent impliquer que le Kenya se place en violation des lois internationales concernant le retour forcé des réfugiés. Aujourd'hui, nous avons publié un rapport intitulé Dadaab, promesses rompues. Il met en lumière nos inquiétudes concernant le processus de retour volontaire depuis Dadaab vers la Somalie et les retours spontanés en cours. Outre le caractère forcé des retours des réfugiés somaliens, ceux-ci se retrouvent dans un pays dont les ressources sont insuffisantes pour faire face à l'afflux des retours. We're calling for several things. The first is that the deadline that the Kenya government has set for the return. Nous appelons au retrait de la date butoir fixée en novembre par le gouvernement kényan pour les retours, car elle est irréaliste et elle augmente la pression sur les réfugiés, les empêche de prendre une décision informée. En septembre, Human Rights Watch avait déjà souligné que la procédure d'évacuation du camp de Dadaab était basée sur la peur et la désinformation et ne respectait pas les normes internationales en la matière. Ouvrons à présent la page de l'actualité hors du continent. Tout d'abord, en Haïti, les survivants de l'ouragan Matthew font la queue pour recevoir de l'aide humanitaire à Port-Salut, une ville de la péninsule méridionale la plus touchée de l'île des Caraïbes. Marina Mendeman nous en dit un peu plus. Selon le dernier bilan de l'ouragan Matthew en Haïti, près de 1000 morts auraient été enregistrés et d'importants dégâts matériels et édifices. Les survivants de cette catastrophe font actuellement la queue pour recevoir de l'aide humanitaire à Port-Salut, une ville de la péninsule méridionale la plus touchée en Haïti. Ils nous demandent de faire solidarité entre nous, ce que nous pouvons. Pas de nourriture, pas de logement, pas de l'eau. La situation est vraiment drôle et difficile. Pays de 10 millions d'habitants, le président provisoire de la République d'Haïti, Jocelyn Privert, a décrété 3 jours de deuil national à compter du dimanche 9 octobre en hommage aux nombreuses victimes de l'ouragan qui a dévasté le pays en début de semaine dernière, avec des vents de 230 km/h. Mais une semaine après avoir été frappé par l'ouragan Matthew, le pays est de nouveau confronté à l'épidémie du choléra, ce qui pourrait alourdir le nombre de victimes dans ce pays d'Amérique. Je vous l'annonçais à l'entame, en Colombie, le président colombien Juan Manuel Santos a visité Boyaya ce dimanche pour participer à une messe lors de laquelle il a déclaré que le prix Nobel de la paix était pour les victimes et leurs proches. Le récit de Lardingue Mamba.
Le lauréat du prix Nobel de la paix, le président colombien Juan Manuel Santos, a dédié son prix à toutes les victimes et proches du conflit qui s'écoule au pays depuis près de 50 ans. L'annonce a été faite ce dimanche lors de son passage à Bajaha, au nord-ouest de Bogota, où il prenait part à une célébration de messe. Nous recevons avec beaucoup de joie ce prix Nobel. Nous sentons qu'il nous appartient. C'est à nous parce que nous sommes des victimes. Dans ces accords, il y a chacun de nous. Je veux vous dédier ce prix parce que vous incarnez les victimes et leurs proches, que personne n'oubliera de ce 2 mai 2002. C'est suite à son engagement à clore le conflit armé qui oppose la guérilla de FARC et le gouvernement de Bogota par un accord de paix que le président Juan Manuel Santos s'est vu décerner ce grand prix Nobel de près de 925 000 $. Le rappel des titres à présent, avant de refermer cette grande session. Au Gabon, inquiétude autour de la rentrée des classes. Le ministre de l'Éducation nationale s'active et procède au dernier réglage. Et vous verrez au cours de nos programmes l'intégralité de l'entretien qu'a accordé à Gabon 24, dis-je bien, le ministre de l'Éducation nationale, Florentin Moussavou. Nous avons vu en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé l'élargissement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs à cette nouvelle province, même si la date des élections générales n'est pas encore connue. Et puis en Colombie, vous avez vu à l'instant, le président Juan Manuel Santos a visité Boyaya ce dimanche pour participer à une messe lors de laquelle il a déclaré que le prix Nobel de la paix était pour les victimes et leurs proches. Il va donc donner l'argent de ce prix aux victimes. Voilà tout ce qui a retenu, Madame, Monsieur, notre attention pour cette grande session d'information. Au nom de toute l'équipe, merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.